Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière tribune des décideurs. Pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est ce format par lequel nous interrogeons une douzaine de grands dirigeants sur une douzaine de filières et une douzaine de minutes en réaction et en réponse aux grands enjeux qui sont les nôtres, de ce dont nous parlons depuis hier matin et qui vont nous occuper pendant les décennies à venir, à savoir l'immense défi de la décarbonation, filière par filière, et de proche en proche de notre économie tout entière. Je suis ce matin avec Andreas Wade, qui est directeur développement durable, Head of Sustainability du groupe Viessmann, chauffagiste bien connu. Hi Andrea. Nous serons rejoints dans quelques instants par Frédéric Didier, directeur général de Wienerberger, et puis par Valérie David, directrice développement durable et innovation transverse du groupe Eiffage. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Andreas Wade. Welcome among us. We will be talking in English with you. As I said, comme je disais, Viessmann est un groupe bien connu sur un enjeu dont on ne fait que parler depuis hier, qui est celui du chaud et du froid. Can you tell us, Andreas, what are the main points in which the decarbonation issue is transforming your business? I have your slides with me, I do believe, but I am the one who can scroll through them, so just tell me. Sure, yeah, and thank you very much for having me this morning, and apologies for not being there in person with you today in Strasbourg. It was simply impossible travel schedule this week. So yes, and the way the Viessmann Group looks at the decarbonization, obviously, is very important and has very big influences on, especially in our portfolio of solutions which we're offering at the moment. And as you will notice from my background, Viessmann set itself a science-based target in line with the 1.5 degree ambition last year, which we published in our climate strategy. And part of that, if Hugo, if you could go to the slide with the mountain in the background, you basically will see how we are tackling the issue of decarbonization across all the different scopes. Si on peut mettre les slides, désolé, on ne va plus vous voir, mais on va voir vos slides, Andreas. Wonderful. Yeah, so, okay, perfect. Then, let me explain. So we have developed a climate strategy for the group, which is based on 4 main pillars: leadership, empowerment, advocacy, and partnership. Lead means for us that we'll lead by example. So we tackle our scope 1 and 2 emissions in our factories, like the one in Fouquemont, but also in Germany, in Manisa. So we have 16 manufacturing facilities globally. So we basically committed there to reduce our CO2 emissions in line with the 1.5 degree target. And so by 2030, we basically want to achieve at least 50% absolute reductions in scope 1 and 2 emissions. That's the lead pillar. And we're going to invest about 60 million euros into energy efficiency, into renewable electricity supply, renewable energies on site to achieve that 50% reduction on our way to net zero by mid of the century. The second pillar, empower, really is addressed through our product portfolio. And there, obviously, given the geopolitical situation, we saw beginning of the year a massive acceleration of our portfolio shift away from solutions which are relying on fossil fuels like gas and oil
towards solutions which are electrified, right? So the heat pumps, the photovoltaic systems, the solar thermal systems, and the combination with battery storage in the house. That is really what we're focusing on right now. And to enforce that portfolio transformation, the Viessmann Group is going to invest €1 billion over the next 3 years to basically accelerate that and get to a point that we have 100% green solutions by 2025. So that's the empower part, which obviously is very important for our partners and our end customers. In terms of advocacy, we are trying to influence regulations, be it on the European level, on a national level, on a regional level, towards acceleration of decarbonization efforts when it comes to enabling the uptake of these new devices, the heat pumps, the solar systems, and so on. That is one aspect where we obviously focus a lot of our advocacy work on. And then last but not least, partnering, since obviously we are working in a B2B2C relationship with the market, i.e. it is extremely important that we enable our partners, which are the installers in Europe and France, to be able to deploy our solutions to their customers in an effective way. So part of that is also obviously to offer training and help them to upskill for these new solutions and the new requirements in the market. And one figure I can tell there is that we already trained, since we took that decision beginning of last year, about 30,000 installers through our Viessmann Academy learning, which is available globally. So if I just conclude, and then we can go into Q&A. If you plot it on this time axis, you basically see what the Viessmann Group is aiming for over the next couple of years. So we started with our base year 2019. Already back then, we had an absolute emission reduction compared to 2005 levels of about 50%. We topped that up now with a science-based target to go to another 50% reduction by 2030, plus at least 55% CO2 intensity reduction versus 2019 on scope 3, i.e. the use phase emissions of our products. And then by 2035, we want to become net zero in our operations in our headquarters in Allendorf here in Germany, where I'm currently at. And by 2045, we want to have all German facilities in net zero. And by 2050, we want to be net zero across all scopes and basically addressing that for all our manufacturing sites globally. So that obviously is a pretty significant leap. That's why we also call it Leap to Net Zero. If you think about our baseline emissions across all scopes, which amounts to about 108 million tons of CO2, right? So going from these 108 million tons to net zero is a significant effort we're taking, but we're fully committed to that. And just to close and to show you what progress we have been making since setting that target, on scope 1 and 2, we reduced already by 9,000 tons absolute the CO2 emissions of our factories. And on scope 3, we already achieved a reduction of about 15.6% since 2019 in terms of CO2 intensity of our products. And we expect with that transformation and the €1 billion investment I was mentioning, that to accelerate even further over the next couple of years so that our partners are enabled to install these renewable solutions. So that's what I wanted to quickly share with you. And then, happy to go into a bit more discussion now. Thank you very much, Andreas. Maybe you can take us very quickly, because we only have a few minutes, but through the details of the 4 points you mentioned. I mean, lead, empower, advocate, partner. And you have a few data and matrix to share with us, I do believe. Yes, I can do that, absolutely. I can quickly in a few words, if possible, but yeah. Go ahead. Yeah. Just very briefly. So as mentioned, for lead, that's really the operational emissions of our factories, like the factory we have in Fouquemont. In total, we have 40,000 tons of CO2 in there. That's our baseline, spread over 150 locations. And basically what we're doing there is through a multitude of measures, installing renewable electricity for self-consumption, energy efficiency measures, waste heat recovery,
e-mobility, a very important aspect, and new climate neutral factories. We're going to take that down 20,000 tons by 2030 with these investments mentioned here. The next leaps we're taking on this is obviously aiming for net zero and also become 100% circular by 2050 through take back of product and then repurposing, remanufacturing, refurbishing of old equipment. On the Empower pillar, as mentioned, this is by far the biggest impact we have, and we address that through our portfolio shift. That's the lifetime emissions of our products, 100 million tons roughly. We want to reduce the intensity there by at least 55% in line with SBTi, and already have achieved a reduction of 15% since 2019. And that is mainly due to the shift from fossil-based solutions to renewably based solutions like heat pumps, like solar systems, which are now more and more making up our product portfolio. And they're obviously also the biggest investment it needed to basically revamp and remanufacture the manufacturing sites to be able to produce these products. And that is basically the investment you see here, which the Viessmann Group has committed to earlier this year of 1 billion euro. On the advocate, I already mentioned, we are trying to build the framework conditions and obviously also try to address the challenge that obviously with these new solutions we bring on the market, which are interconnected devices, which rely on green electricity. So basically combining electrons and molecules, if you want to say so. There is a need for also being able to reskill and upskill our partners as well as our own employees. So we have a dedicated training program in our Viessmann Academy where we already trained about 30,000 people since the last 1.5 years. And also obviously have a lot of online tools available and campaigns to mobilize people for that, active role in the energy transition through YouTube and social media, as well as the VMove campaign we have done many times. And then last but not least, and that's one aspect which I didn't mention before, obviously the way to net zero also entails addressing our supply chain emissions. So the way we are currently designing products results in about 1.6 million tons of upstream emissions from our suppliers. And there, obviously, we're also looking into embarking on partnerships, for example, with steel suppliers, with aluminum suppliers, base metal suppliers, to evaluate, okay, how can we reduce these emissions as well through the use of alternative materials, i.e. green steel, through the use of recycled components, repurposed components. So that is obviously one of the main aspects in the partner pillar as well. Next to working with our downstream partners, the installers, we're also looking to work actively with our suppliers to reduce these 1.6 million tons, also at least by 55%, but ultimately also obviously into a net zero region where we do what is technically feasible by mid of the century. Thank you very much, so Andreas. Very last question for you, in a few sentences, if possible. But you're obviously overseeing new regulation being implemented country by country all across Europe. Do you feel like they are ambitious enough, not ambitious enough? Are they giving you a big push? Or are they slowing you down in your transformation? So I would say the overall direction set by regulations is positive, right? So they are pretty ambitious, especially if you look at the sustainability-related regulations like the Future Corporate Sustainability Reporting Directive, the attached regulations in the taxonomy, as well as if you break it down to the building sector, what is coming in terms of the construction products regulation. And the requirements there to also be able to quantify the sustainability impact of your products, for example, in product passports. And I think France is playing a leading role there with the PEP Eco-Passport scheme and similar environmental product declarations. I think applying that to rather complex products and product systems like heating systems for buildings is certainly a challenge, but also enables us to really get a very deep understanding on where our hotspots are through doing life cycle assessment. And as we speak, we're running in parallel a number of life cycle assessment studies on the products produced in Fouquemont, for example, in our factory there, to really
be able to address that. So I think in terms of having regulation, which kind of pushes manufacturers and vendors into a deeper understanding of their supply chain and quantifying that, making that transparent, I think I would say I'm rather positive about the regulatory framework. Obviously, there are some areas where you can tweak it. I mean, there's some discrepancies between the taxonomy on the one side and then requirements which are set in the buildings regulation. But I think these are nuances where I would say the overall direction is good. And since it's now coupled to also green financing, I think it is giving us a good lever to really accelerate the transformation and get into the action rather focused. Thank you very much, Andreas. Merci beaucoup pour votre témoignage à distance. Je vous propose qu'on l'applaudisse. On vous libère, Andreas. Merci infiniment. Et nous passons à notre deuxième tribune avec Frédéric Didier, qui est directeur général, je le disais, de Wienerberger. Rejoignez-moi, Frédéric Didier. Wienerberger, acteur évidemment bienvenu, incontournable dans le monde de la terre cuite, qui est un leader mondial de produits terre cuite, murs, toitures et façades, qui est n'ayez pas peur, c'est un peu mouvant, mais qui est une grande entreprise dont le siège social se situe à Strasbourg, qui a 8 sites de production en France, 200 dans le monde, je crois. J'ai envie de vous poser un peu la même question qu'à tous nos décideurs. Comment vous vous adaptez à la nouvelle donne écologique en tant qu'entreprise, en tant que capitaine d'industrie, que ce soit du point de vue de l'innovation ou de la transformation industrielle? Déjà, merci de me donner l'opportunité de pouvoir échanger avec vous ce matin. Ça va comme ça? Merci de me donner l'opportunité de pouvoir échanger avec vous sur nos enjeux et puis également, bien sûr, sur nos méthodologies et tout ce que l'on met en œuvre pour décarboner notre filière d'une part, mais également notre industrie Wienerberger. Alors, Wienerberger, en 2 mots, effectivement, c'est le leader mondial de la terre cuite. Donc, Wienerberger, c'est le mur, la couverture et la façade essentiellement, mais pas seulement. On travaille de plus en plus sur l'enveloppe globale du bâtiment, en particulier sur rendre le toit le plus intelligent possible, à travers en particulier la création d'énergie, en particulier le photovoltaïque, et puis également comment rendre intelligent le toit sur la gestion de l'eau. C'est un point extrêmement important pour Wienerberger, la gestion de l'eau de manière globale, et on va investir encore davantage dans les années à venir cette richesse collective qui est la gestion de l'eau. Donc je dirais que Wienerberger, c'est une société qui a plus de 200 ans, donc on a une société qui est assez traditionnelle, et pour autant, on se doit d'innover pour pouvoir répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et pour cela, depuis 200 ans, on s'applique à innover et à animer le marché, en particulier sur des produits innovants. Et on se doit d'avoir 25% de notre chiffre d'affaires annuel qui sont liés à des produits développés de moins de 5 ans. Donc c'est pour donner une dynamique sur un produit traditionnel, mais qui trouve toute sa place dans l'innovation. Et je pense qu'on ne doit pas opposer la traditionnalité de la construction et l'innovation. C'est-à-dire que tout va ensemble et on peut avancer et faire avancer le monde de la construction, à la fois avec des aspects traditionnels, et j'intégrerai l'idée de l'économie circulaire à travers cela, pour quelque chose qui est très important, c'est comment construire localement et s'assurer d'avoir un produit durable, innovant et localement. Donc pour cela, un petit peu comme on l'a vu dans la partie précédente avec Viessmann, on s'est doté d'une trajectoire pour vraiment répondre à cette problématique de décarbonation. Et pour cela, on s'est fixé une trajectoire très claire de moins 15% d'émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, à échéance 2023, donc c'est l'année prochaine, moins 15% par rapport à 2020. Sachant qu'on a déjà réduit de 30% en 30 ans, et là on accélère notre trajectoire, moins 15% en 2023 par rapport à 2020, moins 40% à échéance 2030 par rapport toujours à 2020, pour atteindre effectivement ce qu'on a vu précédemment, l'accord de Paris, la neutralité carbone en 2050. Alors comment on fait très clairement pour cela? On travaille sur, bien sûr, les process de production, mais également la dématérialisation des produits pour les rendre plus vertueux d'un point de vue équivalent CO2 au mètre carré. Et pour cela, je pense qu'il y a effectivement, pour transformer bien sûr l'innovation, transformer l'industrie, innover. 2, se questionner en tant qu'industriel européen comment on le finance.
Parce que financer dans un contexte économique de crise, une inflation assez prégnante actuellement, comment on le finance? Et puis le troisième aspect, c'est comment on peut, de manière collective, avec une intelligence collective, à travers une filière, à travers l'ensemble des bâtisseurs et de la chaîne de construction, pouvoir développer cette décarbonisation, non uniquement dans la terre cuite, mais également dans tous les matériaux, pour que collectivement, on soit vertueux, en particulier en Europe et en France. Alors, je vais essayer d'être le plus concret possible. Comment on fait? Comment on fait pour décarboner à moins 15, moins 40 et neutralité carbone? Je dirais que le premier axe, c'est d'avoir une sobriété énergétique. La sobriété énergétique, ça passe par réduire le besoin d'énergie. Alors c'est tout bête, mais c'est très important de réduire notre consommation. Pour cela, on essaie de réduire les quantités d'eau dans les façonnages d'argile pour réduire la quantité de séchage nécessaire pour décarboner la partie, je dirais, humide de notre process. On y incorpore de plus en plus des biocombustibles, de la biomasse, des déchets de papier par exemple, qui nous permettent de réduire la consommation de gaz naturel. On essaye aussi de travailler avec l'aspect géologie. On consomme des argiles qui sont parfois carbonées. Moins de carbonate présent dans les argiles, moins nous aurons à le décarboner. Donc la gestion en amont des matières premières. Et puis on travaille sur un aspect assez simple, c'est, je dirais, la décarbonation de notre industrie à travers des échangeurs thermiques. On aime à dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a des process thermiques, on récupère la chaleur fatale de nos fours, on le réinjecte au niveau de nos séchoirs pour réduire bien sûr l'apport extérieur de matériaux. Donc si on prend un exemple concret, parce que toutes nos usines sont équipées d'échangeurs thermiques en France, ça nous permet par usine de réduire de 1300 tonnes de CO2 par site. Alors si on fait un petit comparatif, c'est l'équivalent d'une voiture qui devrait rouler, je dirais, 10 millions de kilomètres, à peu près en fonction du moteur utilisé actuel en thermique, pour réduire cette consommation de CO2. Et puis l'autre point, je le disais en introduction, comment éco-construire nos produits? Comment les rendre, je dirais, plus dématérialisés. On travaille sur la géométrie, sur les masses de nos produits, pour réduire les épaisseurs, pour pouvoir essayer d'avoir le même aspect, le même esthétisme, la même capacité thermique de nos produits, mais avec moins de matière. Le deuxième grand levier pour décarboner, c'est l'usage d'énergie autre que le gaz naturel. Alors on le voit actuellement avec cette terrible guerre en Ukraine, on est lié encore beaucoup au gaz russe. Et comment se passer de ce gaz naturel, qu'il soit russe ou d'autres origines, par d'autres matériaux. Donc nous, on utilise de plus en plus de biogaz, et je pense que le biogaz est une ressource extrêmement importante, en particulier en France, que la France est riche de territoires agricoles. Alors on ne doit pas opposer la partie agricole pour l'alimentaire et l'industrie, mais si on est capable de récupérer les déchets issus des cultures, en particulier ici dans l'est de la France, par exemple le pied de maïs qui est parfois pas utilisé, on sait le réutiliser à travers des méthaniseurs, avoir du biogaz et de substituer une part substantielle de gaz naturel. On utilise également dans nos process des chaleurs solaires thermiques pour le séchage, et puis également de plus en plus de gaz de synthèse qui sont issus de pyrogazéification de biomasse, en particulier de bois de classe B2, qui permet aussi là de créer du gaz de synthèse et éviter un apport de gaz naturel extérieur. Haute technologie des pompes à chaleur, des pompes à chaleur à haute température. Alors c'est pas la pompe à chaleur qu'on a dans les résidences, hein, c'est des pompes à chaleur à haute température, ce qui permet d'éliminer toute l'énergie extérieure pour le séchage de nos produits. Aujourd'hui, 100% de notre énergie consommée au niveau électrique est d'origine verte. Nous avons 2 parcs éoliens en propre en France, un en Picardie, un situé dans la vallée du Rhône, ce qui nous permet de monitorer au quotidien la quantité d'énergie verte liée à ces parcs éoliens lorsqu'ils fonctionnent. Et en complément, 100% ou le complément des 100% est lié à des garanties d'origine qui sont liées à des énergies renouvelables. L'autre point de travail qui a été mené sur la décarbonisation, c'est la partie transport, avec l'ADEME et FRED 21, pour réduire au maximum, d'une part, les consommations de gasoil à travers des biocarburants, et puis l'autre point, c'est de pouvoir réduire les distances. On a vraiment un pilier très fort sur l'économie circulaire, et c'est un point extrêmement important. Nous avons une carrière, une usine, un client, à proximité de ce site-là, et c'est un point extrêmement important pour éviter de l'apport parfois de matériaux extérieurs qui peuvent traverser l'Europe. Là, vraiment, notre situation, c'est du local en France, 8 usines à proximité en circuit court. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, si on va un peu plus loin, on peut se dire qu'avec la nouvelle réglementation RE 2020 qui a été abordée assez largement durant ce colloque, c'est comment réduire la consommation d'énergie dans le bâti. Comment s'assurer que la construction, la structure du bâtiment soit réfléchie en amont pour réduire la partie équipement du bâtiment.
Et si on prend un exemple concret, récemment, on a développé avec Nexity sur Lyon un projet qui s'appelle 2226, qui a été évoqué lors d'une conférence hier, je crois. Et on voit dans ce projet qu'on est réduit à 22 degrés de température minimum jusqu'à 26 maximum, sans apport de chauffage extérieur et sans climatisation. Et ça, c'est réalisable grâce à une brique de chez Wienerberger, 100% minérale, 100% isolante, et ce qui nous permet là de montrer qu'il est possible de construire des bâtiments sans apport d'énergie extérieure. D'où l'importance de penser aujourd'hui le bâtiment de demain à travers la structure, à travers le B-Bio de la RE 2020, et amener un matériau extrêmement sain, durable et thermiquement extrêmement efficace pour réduire l'apport d'énergie extérieure. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et si on va plus loin, pour aller plus loin dans la décarbonation, pour aller jusqu'à 2050, on va devoir travailler sur des technologies de rupture, en particulier, je dirais, l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est un grand sujet très intéressant, mais encore faut-il qu'il soit décarboné. Et donc là, c'est un grand défi, mais je dirais que c'est au-delà de 2025-2030, sur lequel on pourra avancer d'un point de vue industriel. Alors après, vous allez me dire, le troisième aspect, c'est le CO2, parce que pour aller vraiment à zéro carbone, il faut peut-être à la fois à la fin capter ce CO2-là, et on travaille sur un projet de captation de CO2. On n'utilise pas cette technologie dans l'industrie terre cuite aujourd'hui. Ça existe dans d'autres industries, comme l'industrie cimentière par exemple, ce qui n'est pas le cas pour l'industrie terre cuite, parce qu'on est peu émetteur en fait de CO2 en proportion. Ceci étant, on émet du CO2, et pour le capter, on souhaite travailler sur une capture du CO2 dans les fumées de nos fours, pour le combiner avec de l'hydrogène décarboné, pour créer, in fine, un méthane qu'on pourra réutiliser comme énergie primaire pour cuire nos produits. Donc là, voilà les trois aspects qui sont vraiment liés à notre filière de décarbonation. Merci, effectivement, ça nous donne un tour d'horizon assez complet de ce que vous avez dans les tuyaux. En quelques mots, parce que le temps file, je l'ai sous les yeux, peut-être un mot sur la manière dont vous réussissez à financer cette transformation. C'est une mutation industrielle importante. Vous avez esquissé tout à l'heure le fait que le financement était un sujet. Absolument. En fait, je dirais que le temps industriel n'est pas le temps médiatique. On parle aujourd'hui en continu de ces éléments extrêmement importants, la réduction du CO2 et comment transformer notre quotidien. On a aujourd'hui, on l'a vu, les technologies qui sont existantes. On a la chance d'avoir un appui d'un groupe international où on peut partager des bonnes pratiques qui sont réalisées dans d'autres pays. Donc on est capable aujourd'hui, je dirais assez facilement, d'aller à moins 50, moins 60% de CO2 par rapport à aujourd'hui. C'est possible techniquement. C'est possible techniquement, mais pour ça, il faut des investissements majeurs. Donc on va investir quelques centaines de millions d'euros en Europe de l'Ouest pour décarboner au sein du groupe Wienerberger. Si on se focalise sur la France, on va être entre 50 et 100 millions dans les 3 ans à venir uniquement pour cette thématique-là. Et donc c'est extrêmement important de se dire que pour financer, il faut bien sûr réfléchir au retour sur investissement, où investir, dans quel pays. Et pour ça, il faut aussi, et c'est le troisième aspect, l'intelligence collective avec les élus locaux, avec les parties prenantes, je dirais nationales et internationales, mais européennes en particulier, pour s'accorder sur des règles un peu identiques, je dirais liées à l'énergie, et c'est un vrai sujet actuellement en Europe, pour être à armes égales et pouvoir continuer à avoir une économie circulaire locale et proposer des produits extrêmement durables localement. Alors parlons-en justement, pour conclure en 30 secondes, parce que je ne veux pas manger le temps de notre interlocutrice suivante, mais c'est bien une affaire d'intelligence collective, ça c'est un dénominateur commun avec les uns et les autres décideurs qu'on entend, donc de nouvelles relations acteurs publics, acteurs privés, vous vous retrouvez là-dedans, c'est un peu le message que vous portez aussi. Moi, le message que je souhaite porter, c'est qu'on doit ne pas avoir de dogme par rapport aux matériaux. Chaque matériau trouve sa place. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de matériaux le plus proche possible des chantiers. Évitons l'importation de produits lointains. Donc, essayons d'avoir des matériaux extrêmement performants localement, ce qui est le cas de la terre cuite, avec des usines qui sont en France et pas éloignées du territoire. Travailler en filière, à travers en particulier la filière terre cuite, à travers la Fédération française Tuiles et Briques, qui travaille sur une trajectoire et une feuille de route de décarbonation qui est agréée par les services de l'État, pour pouvoir assurer d'un point de vue scientifique cette décarbonation dans les années à venir. Et puis, je pense que chaque matériau doit trouver sa place parce que chaque matériau est riche et on doit le faire ensemble pour construire durable et beau. Et la terre cuite trouve sa place aussi dans la partie esthétisme. Et c'est extrêmement important pour les architectes qui construisent nos bâtiments sains pour demain. Merci infiniment Frédéric Didier pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. J'appelle notre dernière interlocutrice de la matinée, Valérie David. Bienvenue. Prenez place à mes côtés.
Je le disais en introduction, vous êtes directrice développement durable du groupe Eiffage, développement durable et innovation transverse. C'est peut-être par là que j'ai envie de commencer, parce que en préparant cet entretien, on s'est cité quelques-unes des innovations que vous avez vous aussi dans les tiroirs, et en même temps, dans innovation transverse, il y a transverse. Et justement, comment on dépasse l'effet collection pour penser global la transformation d'un major comme Eiffage. Alors, tout d'abord, moi, je me réjouis d'avoir entendu les interventions précédentes, parce que ces belles entreprises que sont Viessmann et Wienerberger sont aussi des fournisseurs de notre groupe, et nous sommes un intégrateur des solutions. On a nos propres solutions, mais vous vous doutez bien que lorsqu'on réalise un écoquartier, avec tous les corps de métier, parce qu'on est une entreprise générale de construction, on a de multiples fournisseurs, et plus nos fournisseurs sont eux-mêmes vertueux dans leur trajectoire carbone, plus nous parvenons aussi à atteindre nos objectifs. Le transverse, il est dû donc à ça, si vous voulez, c'est que entre les métiers de l'énergie, les métiers de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement urbain, du métal, de la route, du génie civil, etc., on a des hyper-experts qui sont très précieux. Or, la décarbonation, c'est un mouvement à la fois concret, mais aussi global. Et donc, justement, nous, on se bat contre l'illusion de quelques solutions qui permettraient de régler le problème. J'ai même tendance à dire que c'est parce qu'on a cru trop longtemps au technologisme qu'on en est dans cette situation aujourd'hui. Donc, je souscris complètement à ce qui a été dit précédemment par mes éminents collègues sur la sobriété, ça commence par là. Également sur le partenariat, je viens d'en parler, entre toute la supply chain, et puis également le empowerment dont parlait tout à l'heure le représentant de Viessmann, parce que c'est un des éléments les plus importants, c'est qu'on est en train d'essayer de sauver cette planète, ça concerne tout le monde, tous les âges, les jeunes évidemment, qui sont très en colère, on les comprend, et donc il faut qu'il puisse y avoir une libération de l'intelligence collective, pardon pour l'expression qui paraît un petit peu galvaudée, mais c'est ce qu'on essaie aussi de faire à travers différentes initiatives que je ne vais pas commencer à citer parce que ça serait un peu long, et je vous rassure, j'ai pas de slide. Je vais juste vous donner, parce que mes collègues l'ont fait, les chiffres. Donc nous, chez Eiffage, on a fait des opérations extrêmement complexes de calcul pour partir de notre année de référence, qui est l'année 2019. Donc les objectifs de réduction des scopes 1 et 2, donc les scopes liés directement à la consommation énergétique, c'est moins 46% en 2030. On sait qu'on va y arriver, et d'ici 2025, on aura un point d'arrêt pour savoir si on upgrade, si on augmente cet objectif de moins 46%. Et puis sur le scope 3 amont, moins 30%, parce que le scope 3 amont, c'est la supply chain, ce sont nos fournisseurs. Donc à entendre les formidables performances que j'ai entendues tout à l'heure, là aussi j'ai bon espoir qu'on fasse mieux que moins 30%. Juste un point, sachez que chez nous, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de tout le groupe Eiffage en Europe, puisqu'on est un groupe essentiellement européen, on fait 96% du chiffre d'affaires en Europe, le scope 1 et 2 ne représentent que 15% de nos émissions de gaz à effet de serre, et 85% c'est le scope 3 amont. Et dans ces 85%, on a 89%, ce sont nos achats de biens et services. C'est la caractéristique d'une major comme Eiffage, c'est d'être une tête de pont et Exactement. De prendre sur soi tout ce qui vient en amont. Donc l'anticipation, le partenariat avec les fournisseurs, tout ça, ça nous parle. Une deuxième question pour vous, Valérie David, c'est dans cette supply chain, il y a vous, il y a peut-être aussi la puissance publique, on en parlait dans la table ronde, deux tables rondes en arrière. Ça vous aide ou ça vous freine? Est-ce que la commande publique arrive à générer la bascule pour vous, à générer un marché, à pousser les acteurs privés vers la mutation et la transformation de leur activité? Merci de me poser cette question, parce que je ne vais pas faire dans la langue de bois. En fait, on a le pire comme le meilleur. La commande publique, notamment en France depuis 2007, avec les lois Grenelle, est censée toujours mettre en place une préférence environnementale, évidemment dans la limite d'une compétitivité prix qui va sans dire. Aujourd'hui, on perd encore des appels d'offres parce qu'on est 1% plus cher, alors qu'on a divisé par 0,5 ou qu'on a fait moins 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelques exceptions à la règle, je peux les citer, le village olympique, où effectivement le niveau d'ambition de la commande publique est extrêmement élevé et ça nous a tiré vers le haut. Le plan lumière de la ville de Paris, très ambitieux. Et puis de temps en temps, quelques appels d'offres en province, à Strasbourg d'ailleurs. On en a eu, je suis sur un gros appel d'offres à Marseille en ce moment,
également un à Toulouse aussi, où la commande publique comprend que la bonne gestion des deniers publics passe aussi par l'investissement dans des actifs qui ne seront pas facilement dépréciables et qui se doivent d'être des démonstrateurs pilotes. Mais encore une fois, Hugo, c'est assez rare et moi je me bats autant que je peux. À chaque fois que je suis interrogée, l'année dernière j'ai été auditionnée à l'Assemblée nationale et vraiment ça s'est pas très bien passé parce que je leur ai dit très clairement que la formation des élus est insuffisante et on est encore malheureusement dans certains appels d'offres avec des élus qui pensent qu'ils seront traînés au tribunal administratif s'ils attribuent le marché à une entreprise qui n'est pas la moins chère. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que je me réjouis d'avoir entendu le gouvernement annoncer il y a 2 jours la formation obligatoire des élus en France aux enjeux du dérèglement climatique. Ça va peut-être aider la commande publique à être enfin vertueuse comme elle devrait l'être. Si effectivement on se mettait à faire du dumping sur le carbone plutôt que sur le prix, sans doute on avancerait un peu plus vite. Mais du coup, il y a ce monde de la puissance publique qui peut muter, qui doit muter. Il y a aussi celui de la finance, ou plus précisément des règles financières dans lesquelles vous travaillez, forcément, comme tout le monde. Et vous pressentez, arrêtez-moi si je me trompe, mais que sur ce front-là, les plaques tectoniques sont en train de bouger. Oui, alors c'est vraiment en train de bouger de manière très rapide. Je daterai ce changement de 2015, de la COP 21. J'ai plein de nouveaux amis. Le directeur de la comptabilité, le directeur des relations avec les investisseurs, le directeur des finances. Je le dis sans rire. J'ai jamais passé autant de temps avec les financiers. En 2019, on a refinancé une facilité de crédit en cumulé de 5 milliards d'euros. En 48 heures, on a eu 20 banques européennes qui ont dit nous on vous refinance à des taux inférieurs à partir du moment où vous vous lancez dans un plan d'action bas carbone. Donc c'est pour ça qu'en 2019, donc calcul complet, moins 46% d'ici 2030 sur Scope 1 et Scope 2, moins 30% sur Scope 3 amont et moins 30% sur Scope 3 aval direct. Ça change la donne parce que moi j'ai vraiment connu, si vous voulez, l'époque où on était plus cher, on était considéré comme, souvent je dis à mes collaborateurs, mes jeunes collaborateurs, je leur dis, écoutez, dans le développement durable, il n'y a pas que la séquence éviter, réduire, compenser en matière d'impact, il y a aussi ridicule, rejet, évidence. C'est-à-dire que je suis la preuve, enfin peut-être que vous trouverez que je suis ridicule, mais moi je pense que aujourd'hui je le suis moins qu'avant et je suis la preuve que ça ne tue pas, n'est-ce pas? Parce que je suis là pour vous parler, c'est bien moi qui vous parle, Hugo. Et ensuite, si vous voulez, on a pu susciter le rejet parce que, mais on était monté en gamme parce que ça montrait qu'on était déjà devenu un interlocuteur à part entière contre lequel on pouvait se battre. Et maintenant, il y a une forme d'évidence, c'est-à-dire qu'il y a une forme de panique devant la gravité des constats et de se dire oui, elle a raison, c'est ça qu'il faut faire. Alors je prends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde s'empare du développement durable, alors que c'est par définition un sujet global. Donc je devrais m'en réjouir. Aujourd'hui, on est clairement dans une financiarisation du développement durable. Donc je pense que comme pour tout changement, il y a une forme d'excès qui va ensuite revenir à l'équilibre. C'est-à-dire que ce qui plaît énormément, c'est au niveau des banques, c'est les investissements avec des très très hauts niveaux de développement durable. Je dirais un mot de la taxonomie parce que ça a été évoqué par mon collègue de chez Viessmann, mais c'est une révolution qui ne dit pas son nom et qui est passée sous les radars en France et en Europe parce qu'on était pris par le Covid et les journalistes avaient d'autres chats à fouetter. Et c'est une spécificité européenne, on le souligne. L'Europe est le seul bloc économique au monde, excusez-moi, qui a mis en place un cadre financier, puisqu'on parle bien d'un cadre financier, pour identifier la part dite durable, selon une définition commune aux 27 pays de l'Union, la part durable de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et de leurs dépenses de fonctionnement, donc CA, CAPEX et OPEX. Donc les banques, les entreprises comme les nôtres, donc les entreprises de la construction, de l'énergie, des transports, de nouvelles technologies de l'information et de la communication, de l'industrie et même de l'agriculture. Donc, sur les grosso modo, tous les secteurs économiques qui sont responsables de 92% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne sont aujourd'hui soumis à la taxonomie. Et la taxonomie, c'est opération vérité sur les prix. C'est pas du greenwashing. C'est-à-dire, vous serez obligé de dire, moi, ma part du chiffre d'affaires éligible, elle était de 60%, mais par contre, la part du chiffre d'affaires de 60%
100% éligibles, alignés vraiment sur tous les critères de la taxonomie, il n'est que de 20%. C'est-à-dire que j'aurais pu faire mieux. Et ce système va permettre une comparabilité vraiment beaucoup plus importante des entreprises entre elles, qu'elles soient grandes communicantes ou mauvaises communicantes. Moi, personnellement, ça me réjouit d'ailleurs, mais bon. Donc, je trouve que c'est vraiment extrêmement puissant, le mouvement taxonomique, même si, aujourd'hui, il vise principalement les instruments financiers publics et privés. J'ai tendance à dire que c'est un peu comme les quotas, on est obligé d'en passer par là. Je me dis que la durabilisation de la finance, on est obligé d'en passer par là. Merci Valérie David, merci de nous avoir emmenés sur le terrain des gros sous, puisqu'effectivement c'est, comme son nom l'indique, le nerf de la guerre. Et je vous libère. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et je cède instantanément la parole à nos interlocuteurs suivants. Je crois que nous nous retrouvons. Je ne sais pas si une pause est prévue ou non. Dans tous les cas, il est l'heure. Nous sommes officiellement en retard par ma faute, mais il est l'heure d'une conférence sur le ZAN. Quelle piste pour limiter l'artificialisation des sols, animée par Guillaume Sever, animateur et référent national bâtiment BPI, et dans lequel vous retrouverez Vincent Orez, directeur innovation, développement durable et communication de Novaxia, ainsi que Florence Bagnier, responsable partenariat et innovation UpFactor. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci d'assister à cette conférence sur la ZAN, donc la zéro artificialisation nette des sols. On va essayer un petit peu déjà de poser le cadre du contexte finalement autour de cette loi, et ensuite vous donner quelques pistes pour effectivement en limiter les impacts et trouver des solutions concrètes avec nos deux intervenants que je vais laisser se présenter. Alors, un intervenant qui est sur place, donc Florence qui est là avec moi, UpFactor, et donc on a Vincent qui est le directeur d'innovation qui est à distance en Teams chez Novaxia. Donc Florence, si vous pouvez vous présenter en 2 mots. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je travaille donc pour la société UpFactor, qui est une société qui travaille sur le sujet de la surélévation, puisqu'on est convaincu que c'est une des solutions pour répondre aux enjeux de construction sans artificialiser les sols. Vincent, vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je suis chez Novaxia pour en diriger le développement. On fait à la fois de la collecte d'épargne auprès d'investisseurs particuliers et on développe des projets immobiliers dans toutes les grandes métropoles françaises et désormais en Europe sur des projets dits de recyclage urbain, donc sans étalement urbain. Très bien, merci. Donc effectivement, on va poser très rapidement le cadre en 2 minutes. Ensuite, je laisserai la parole aux experts du sujet. Donc l'artificialisation des sols, déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout processus finalement qui va impliquer une perte d'espace naturel, agricole ou forestier, et qui va conduire à un changement d'usage et de structure des sols. Donc c'est une thématique qui va s'opposer à la renaturation. C'est-à-dire qu'on va finalement remettre de l'espace vert, de la nature. Donc quand on parle de zéro artificialisation nette, le net, c'est-à-dire le solde entre finalement cette artificialisation et cette renaturation. Alors, en France, pour vous poser un petit peu le constat et un chiffre qui fait un petit peu réagir, aujourd'hui la tendance lourde, c'est qu'on artificialise plus de 20 000 hectares par an en moyenne depuis plus de 10 ans. Donc c'est une tendance qui nous amène finalement, si on se projette, à en très peu de temps artificialiser quasiment l'équivalent du Luxembourg finalement en moins de 10 ans. C'est ça que ça représente, si on schématise la chose. Donc quel impact a cette artificialisation ? Aujourd'hui, c'est la destruction de la biodiversité. Il y a à peu près 1 million d'espèces végétales et animales qui sont menacées. Mais c'est également une augmentation du CO2. On va détruire des puits carbone et on va forcément artificialiser, donc on va utiliser des matériaux qui sont carbonés. Mais également, on va accroître la pollution de l'eau, le ruissellement des eaux polluées avec les industries, l'agriculture, etc. Mais également la pollution de l'air et la pollution sonore. On va moins absorber le son. Alors, pourquoi on est arrivé finalement à tant d'artificialisation ? Eh bien, en France, on a vraiment, et dans les autres pays occidentaux, on a une préférence pour l'habitat individuel. C'est-à-dire qu'on va finalement aller s'étendre là où il y a de la surface, c'est-à-dire vers les périphéries. Et puis, il y a également un prix du foncier qui est moindre, donc aussi bien pour le logement que pour les industriels. Il est aujourd'hui préférable d'aller s'implanter finalement un petit peu à la périphérie des villes, pas très loin des axes de communication. Et donc tout ça pousse effectivement à cette artificialisation de la périphérie.
Mais il y a également aussi un cadre fiscal qui est aujourd'hui pas très adapté, beaucoup de taxes qui favorisent l'urbanisation, plus de 30. Mais il y a également un facteur qui est qu'en France, on a beaucoup de logements sous-occupés, notamment des résidences secondaires, mais également des bureaux vides. Alors, le Covid l'a un petit peu mis, finalement, cette crise sanitaire a un petit peu mis ça en exergue avec le développement du coworking, et beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que beaucoup de bureaux étaient vides ou sous-occupés. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on comprend bien que les enjeux ne sont pas forcément nationaux, mais ils sont vraiment territoriaux, dans les territoires, dans les régions, dans l'intercommunalité. Et donc, c'est ce que la loi Climat et Résilience de 2021 a essayé de formaliser dans finalement un objectif de zéro artificialisation nette des sols en 2050 et qui passera par une réduction de moitié d'ici 2030. Alors, Vincent, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a posé ce constat, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot d'actualité finalement sur la réglementation et ce qui fait débat aujourd'hui et quels sont les impacts concrets? Oui, merci. Concernant la réglementation, en fait, ce qu'on a vu, c'est, mais vous l'aviez évoqué, une accélération du nombre de prises de conscience réglementaires, juridiques, au niveau local, au niveau national et au niveau européen, de ces enjeux d'étalement urbain. Ça passe notamment par la loi Climat et Résilience. Au niveau territorial, ça passe par des mobilisations citoyennes de plus en plus importantes, qui ont notamment été incarnées par la Convention citoyenne pour le climat, qui avait elle-même donné cet objectif de stop à l'artificialisation nette des sols, qui a été traduit dans la loi ensuite. Au niveau européen, depuis 2017, puis 2019, on a de plus en plus des déclarations et de plus en plus des circulaires qui montrent qu'on a une prise de conscience de cet objectif d'étalement urbain, donc pour la France, mais aussi plus globalement dans tous les territoires européens. Comment ça se traduit concrètement pour les investisseurs immobiliers que nous sommes et que nous rassemblons au sein de Novaxia? Eh bien, c'est une prise de conscience que demain, la création de valeur en immobilier, sur des pas de temps qui sont de 5, 10 ans et plus, va être principalement réalisée dans des opérations de recyclage urbain, autrement dit, dans des opérations où on achète du foncier déjà artificialisé, des friches polluées, des friches obsolètes, des bureaux qui sont vacants structurellement ou qui sont en voie de vacances, puisqu'on sait que ça sera plus difficile de les louer dans quelques années. Donc, comment ça se traduit cette réglementation ensuite sur le marché immobilier? Eh bien, on a constitué, nous, des fonds immobiliers de recyclage urbain et on collecte de plus en plus d'épargne pour ensuite financer ces opérations de recyclage urbain. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 45 promoteurs au niveau national, des promoteurs nationaux qu'on connaît tous, mais aussi des promoteurs locaux qui ont besoin d'equity, donc qui ont besoin d'investissement pour pouvoir réaliser ces opérations qui souvent mobilisent plus de capitaux propres que des opérations qui auraient été en étalement urbain, puisqu'on achète sans condition suspensive en faisant de la copromotion, et puis ensuite, ils peuvent développer des opérations de recyclage urbain. Aujourd'hui, on sait, en France en particulier, qu'il y a une pénurie de logements dans les grandes métropoles, et donc 90% des opérations que nous finançons sont des opérations de conversion de tertiaires obsolètes en logements. Aujourd'hui, c'est plus de 120 projets de ce type-là en France, à l'heure où on se parle, sur lesquels nous intervenons, et on sait que la dynamique est plus globale au-delà de Novaxia, bien sûr. Il y a ensuite un deuxième objectif qui est en train de naître, c'est surtout les objectifs du plan France Relance. La France a fait donc ce plan France Relance et a notamment mentionné l'attractivité des grandes métropoles pour y développer des activités tertiaires d'innovation. Et là aussi, on peut mobiliser le recyclage urbain pour arriver sur la création d'espaces dédiés à l'innovation, en créant des laboratoires, en créant des espaces dédiés à la recherche et développement en cœur de ville. Et là encore, la réglementation nous y aide, soit en soutenant les acteurs qui vont être exploitants de ces lieux-là, soit en finançant directement le capital de sociétés qui pourraient être les futurs bailleurs de ces lieux. Donc, la réglementation nous aide de deux manières. Elle nous aide d'abord en restreignant le marché immobilier en disant stop à l'étalement urbain avec la loi Climat et Résilience. Au niveau local, avec les PLU, les PLUI qui prennent conscience de cet objectif-là et qui le traduisent concrètement. Et puis, la réglementation aide aussi, en tout cas le secteur public, en venant en soutien des exploitants qui se rapprochent toujours des cœurs de ville pour y développer de l'activité. Très clair, merci.
Florence, petite question. On a aujourd'hui un enjeu très fort sur la rénovation énergétique des bâtiments. Plusieurs ateliers et conférences en ont parlé ici. Comment est-ce que ce grand enjeu peut finalement s'articuler avec la ZAN ? Donc effectivement, au-delà de la ZAN, il y a les enjeux de rénovation énergétique. Nous, aujourd'hui, on voit que à l'échelle des métropoles, c'est les enjeux couplés de ces deux réglementations-là qui incitent les collectivités maintenant à se poser la question notamment du foncier qu'ils ont et comment valoriser le foncier existant au mieux. Donc comme l'a présenté Vincent, il y a différentes façons de le valoriser. Nous, notre sujet, c'est plutôt la partie surélévation et les collectivités viennent nous voir pour savoir comment en fait ils peuvent profiter de ce foncier aérien pour apporter un financement aussi bien pour la rénovation des copropriétés, mais aussi pour pouvoir engager la rénovation de projets qui soient soit des logements sociaux ou alors des bâtiments publics. Et la première qui nous a fait confiance, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Donc on est aujourd'hui sur un territoire d'innovation, puisqu'ils ont lancé cette mission vraiment en amont par rapport à d'autres. On lance aujourd'hui même une mission similaire pour Saint-Nazaire. Et donc on voit que différentes tailles de villes aussi aujourd'hui s'intéressent à ces enjeux-là. Et les copropriétés sont aussi maintenant confrontées à l'obligation qui va entrer en vigueur ou à l'interdiction, il faudrait plutôt dire, de pouvoir louer des logements qu'on appellera des passoires thermiques. Il y a encore un petit peu de temps pour que ça entre en vigueur, mais c'est des enjeux très très forts avec des besoins en financement qui sont importants. Et il est nécessaire là aussi de trouver d'autres façons de financer que les aides publiques qui sont là aujourd'hui. Et donc si on peut répondre à la fois aux enjeux de ZAN et aux enjeux de rénovation en ayant des pistes différentes pour continuer à construire, c'est, je pense, un intérêt important pour la suite, pour la construction. Oui, effectivement, on parle aussi dans cette loi ZAN, en tout cas on peut la coupler aussi avec la stratégie nationale bas carbone. Effectivement, ça contribue aussi à décarboner quelque part. Je l'évoquais en introduction, qu'effectivement l'artificialisation augmente les émissions de CO2. Ça, est-ce que sur la SNBC, effectivement, c'est quelque chose qui est important ? Oui, enfin, on dit que les premières économies, c'est l'argent qu'on ne dépense pas. C'est vrai aussi en matière de carbone. Tout ce qu'on n'aura pas besoin de reconstruire, c'est une économie importante. Et donc, quand on valorise au maximum l'existant, c'est déjà des infrastructures complémentaires qu'il n'y aura pas à faire, des déchets qu'il n'y aura pas à les traiter. Et donc, c'est une façon de répondre aussi aux enjeux de décarbonation du bâtiment. Très clair. Merci Florence. Donc maintenant, effectivement, qu'on a posé un peu ce cadre, alors Vincent a déjà commencé à évoquer finalement quelques pistes, et notamment sur les pistes de financement. Vincent, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aussi sur ce que vous faites chez Novaxia et nous donner quelques exemples concrets de réalisation à ce sujet-là ? Oui, pour compléter d'ailleurs la discussion juste précédente sur la réglementation, on voit aussi que c'est impacté et que ça nous aide d'une certaine manière, c'est le décret tertiaire qui demande sur certaines surfaces tertiaires de faire de la réhabilitation énergétique, en tout cas d'atteindre certains niveaux de performance énergétique. Là où ça nous aide, c'est que ça accélère la prise de conscience de propriétaires que les espaces obsolètes, finalement, ça accélère l'obsolescence qui était déjà entamée de certaines surfaces tertiaires. On voit que ces surfaces tertiaires, des fois, sont vides. Pour vous donner un chiffre, en Île-de-France, c'est 4 millions de mètres carrés de bureaux vides aujourd'hui. 4 millions de mètres carrés actuellement vides pour la seule région Île-de-France. Malheureusement, on trouve peu de chiffres pour les autres régions, les autres grands bassins métropolitains. Je suis certain que ce serait très, très enrichissant de le faire, par exemple, pour Strasbourg, pour regarder les surfaces. Et on voit que le décret tertiaire accélère encore les mètres carrés de bureaux qui sont vides, principalement en première, deuxième périphérie, là où il y avait un peu moins de demandes, où le bureau interrogeait déjà, et où ça donc a plus de potentiel pour être converti, notamment en logement. Pour vous donner des exemples, comme vous venez de le demander, quelques exemples. Aujourd'hui, si on regarde les grandes métropoles en France,
Pour le bassin Île-de-France, c'est principalement première, deuxième couronne, où on voit le différentiel le plus important entre le prix du bureau, et principalement le prix du bureau vide, et le prix en sortie, le prix du logement. Et notre calcul est simple. Pour nos investisseurs, on regarde le différentiel, on implique bien sûr le coût de travaux, et c'est le différentiel qui nous permet de faire une plus-value tout en produisant du logement sans étalement urbain. Aujourd'hui, je vous l'avais mentionné tout à l'heure, on a plus d'une centaine d'opérations de ce type en cours. Et pour vous donner d'autres exemples, on peut aussi aller acheter des cliniques privées, des portefeuilles de cliniques privées qui étaient totalement obsolètes depuis 3 ans. On en a acheté, il y en a qui sont à La Rochelle, il y en a qui sont à Toulouse, il y en a qui sont à Lyon. Et toutes ces cliniques privées sont en cœur de ville, ne trouvaient pas de preneur. Et grâce à une conversion, on peut les transformer, par exemple à Villeurbanne, juste à côté de Lyon, on peut la transformer en logement, en espace de coworking et médiathèque. Et donc, ça revient aussi à recréer des services lorsque la demande est là pour de nouveaux services en cœur de ville, là où le foncier est rare et cher pour les villes et pour les habitants autour. Donc, un autre exemple, donc, c'est une conversion de cliniques privées en espace mixte. Et puis enfin, un dernier exemple qui montre tout le potentiel du recyclage urbain. Nous venons d'annoncer, il y a quelques jours désormais, le co-investissement avec un investisseur institutionnel d'une surface qui est en partie louée et en partie qui est une friche, qui est le site de Biocitech à Romainville. Donc vous êtes à l'est de Paris. C'est un site qui a déjà 10 locataires dans le domaine des biotechnologies, où il y a besoin de travaux pour rénover l'existant, mais vous avez juste à côté plus de 3 hectares de friches en cœur de ville. L'objectif d'un tel projet, c'est de redynamiser les 10 locataires déjà présents qui, lorsqu'ils vont se développer, vont avoir besoin de surfaces supplémentaires. Et aujourd'hui, toutes ces sociétés très innovantes, lorsqu'elles arrivent à un certain stade de maturité de leur développement, très souvent s'en vont dans d'autres pays pour aller produire notamment ou pour aller chercher des surfaces plus grandes qui sont adaptées à leur activité, notamment pour des laboratoires. Et donc, un autre exemple, et ce sera mon dernier, sur le recyclage urbain, ça nous permet de construire des surfaces qui sont déjà là, mais pour en faire de l'extension, pour permettre aux acteurs innovants et qui créent de la valeur sur les territoires de rester sur ce territoire-là en ayant des surfaces disponibles plus importantes. Et donc, cette friche de plus de 3 hectares, on vise, en collaboration avec toutes les parties prenantes du territoire, à faire un projet qui permette de garder ces 10 locataires, mais surtout de leur permettre de se développer. Donc, au-delà du logement dont j'ai parlé, des bureaux en logement qu'on fait majoritairement, des cliniques en logement qu'on peut tout à fait faire, ou des cliniques en objet mixte, on peut aussi recycler des friches qui sont parfois polluées en logement, en objet mixte, voire même en laboratoire en cœur de ville. Merci Vincent. On voit que le recyclage, effectivement, est important. La responsabilité est très importante. Donc, c'est une des pistes qui peut être mise en avant. Ce n'est pas la seule, effectivement. Et donc, on voulait évoquer avec Florence une autre piste qui est poursuivie chez Factor. Oui, donc nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle le foncier aérien. Et on intervient en fait à différents niveaux. On a développé un outil qui nous permet de détecter à très grande échelle les potentiels de surélévation, donc en comparant le tissu bâti existant, les règles de PLU, et d'être capable de dire si oui ou non il y a un potentiel. C'est un outil qui intéresse, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les métropoles aujourd'hui, parce que ça leur permet d'avoir une visualisation en fait du PLU. On applique les règles, on voit ce que ça donne. Ça fait des petits cubes verts partout, faut pas avoir peur, on va pas tout construire et on va pas faire des villes cubiques en montant des gratte-ciel. L'objectif, c'est de se rendre compte en fait de ce qui est possible et en couplant après ce potentiel-là avec Pardon, je suis perdue ce qui est présent. Excusez-moi. En couplant en fait ce potentiel-là avec les réflexions dont a parlé également Vincent tout à l'heure de comment est-ce qu'on veut transformer certains quartiers avec des besoins nouveaux aussi à apporter en cœur de ville, on va pouvoir apporter une mixité d'usage. C'est un des modes après de transformation. On peut aussi apporter une mixité sociale. Donc se dire que dans des quartiers qui sont avec beaucoup de logements sociaux, on va pouvoir amener aussi du logement privé ou inversement. Et pouvoir là vraiment réfléchir à la politique de la ville et intégrer ce potentiel de foncier aérien
dans le développement et potentiellement aussi dans les évolutions du PLU pour permettre des évolutions et des constructions à des endroits où elles sont aujourd'hui pas permises, ou alors de tout de suite les interdire dans le PLU plutôt que ce soit intégré en fin de que ce soit dans le développement du projet, en fait, qu'on nous dise oui, le PLU dit ça, mais non, on va pas pouvoir le faire. Et pour les acteurs de la construction, c'est toujours un petit peu compliqué quand on s'est investi dans un projet, que ça change en cours de route. Et donc, on intervient donc pour les métropoles. On intervient ensuite derrière aussi sur des projets spécifiquement, par exemple pour des bailleurs sociaux, qui ont des gros ensembles immobiliers. Là, on est interrogé sur plusieurs territoires comme ça, avec des grands ensembles de logements sociaux. Il y a une volonté à l'échelle de la ville de revoir un petit peu ces quartiers-là. Et donc de penser à démolir une partie des bâtiments, mais de reconstruire en fait les logements qui sont démolis en surélévation, pour avoir des quartiers aussi qui correspondent un petit peu plus aux attentes d'aujourd'hui. Et on intervient également en copropriété. Et donc là, l'idée en copropriété, c'est d'apporter une solution de financement pour les travaux de rénovation. Rénovation énergétique, bien sûr, mais pas seulement. On pense notamment à tout ce qui est vieillissement de la population. Donc la surélévation, c'est l'occasion aussi d'ajouter un ascenseur, de permettre à des personnes de rester plus longtemps chez elles, d'avoir un meilleur confort de vie. On estime aujourd'hui, avec toutes les études qu'on a pu faire, qu'environ 10% des bâtiments ont un potentiel de surélévation. Et sur ces 10%, on va dire qu'un projet sur 10 va arriver à terme. Parce qu'après, il y a toujours des questions sur les aspects structurels, d'acceptabilité, de sécurité incendie. Donc tout un ensemble de sujets qu'on va nous prendre en compte dans le développement du projet. Et un dernier aspect qui peut être un petit peu un frein après, c'est la viabilité des opérations, puisqu'on est sur des projets qui ont en général, qui permettent de construire, on va dire 4 à 15 logements, puisqu'on est plutôt en cœur de ville, donc sur des petites surfaces. Et du coup, il y a une question qui se pose après sur comment est-ce que le modèle économique doit évoluer pour pouvoir s'intéresser à ces sujets-là. Donc Novaxia a une façon de faire. Il y en a différentes, mais on a bien conscience que les pistes qui existent sur la ZAN nécessitent aussi un changement des habitudes, parce qu'on ne peut pas calquer ce qu'on fait pour de la construction neuve à de l'intervention sur un bâtiment existant. Tout à fait. Donc, comment aussi, tous les deux, on peut élargir un petit peu le sujet, et là, je m'adresse à vous deux qui va prendre la question. Comment vous voyez, comment vous vivez finalement au sein de vos structures les débats qui tournent autour de la ZAN, et notamment de son implication, puisqu'on voit que les décrets ont du mal à sortir, que effectivement les filières, c'est compliqué, entre l'intercommunalité qui effectivement appréhende difficilement cette façon de faire. On l'a dit, c'est très territorialisé, et effectivement, il y a des grands projets, par exemple, qui sont décidés au niveau national et qui finalement impactent le quota de terres artificialisées, donc régionalement. Donc comment vous vivez, vous, dans vos structures, ces débats qui tournent sur la ZAN? Vincent? Je peux commencer comme vous préférez. Vincent, allez-y. Nous, comment on le voit, comment on le vit? On le vit plutôt bien dans le sens où on est devenu entreprise à mission et on s'est fixé nous-mêmes comme objectif de ne pas faire d'étalement urbain. Et donc, les projets que vous évoquez au niveau national qui pourraient empiéter finalement sur un quota d'étalement urbain ne nous affectent pas, car on est convaincu qu'il y a déjà énormément de potentiel pour des acteurs immobiliers, du logement et plus globalement donc du recyclage urbain, pour se développer et avoir une belle croissance sur les années à venir, parce que le potentiel est là et qu'on voit que les mètres carrés vacants finalement ne font qu'augmenter, et donc la ressource pour nos investisseurs ne fait qu'augmenter pour être transformée. Donc, les projets qui pourraient empiéter sur ce quota, ne nous affectent pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des débats sur le ZAN, effectivement, bousculent la profession et changent, je rejoins ce qui a été dit, les manières de faire. Avant, le promoteur immobilier pouvait agir seul et il peut continuer d'agir seul. Mais ce qu'on voit, c'est des partenariats nouveaux entre promoteurs et investisseurs qu'on vit au jour le jour, puisqu'on a des appels de promoteurs quasiment quotidiens en France sur des opérations où ils ont besoin de portage foncier, puisque des opérations de recyclage urbain ont besoin de portage foncier. Donc, nous, l'impact que ça a, l'ensemble de ces débats, c'est
de plus en plus de partenariats avec des promoteurs, de plus en plus de partenariats aussi avec des collectivités territoriales qui voient bien qu'il y a un foncier obsolète en cœur de ville, qui ne savent pas encore qui peut l'acheter, qui peut porter le foncier et qui peut donc le transformer in fine. Donc nous, ces débats, on les accueille plutôt positivement et pour tout vous dire, comme des sources de croissance pour notre activité, puisque l'ensemble de tout ce qui va concourir à faire de plus en plus de recyclage urbain va, selon nous, dans le bon sens, puisque ça va faire prendre de plus en plus conscience à l'ensemble des acteurs qu'on peut faire des choses tant qu'on change la manière de faire pour recycler ces mètres carrés obsolètes. Plus globalement, comment on peut accueillir aussi l'ensemble de ces débats? Je répondrai par une question, c'est avons-nous le luxe de faire autrement? Vous avez évoqué en introduction l'ensemble des chiffres qui sont très impressionnants d'étalement urbain, de rythme d'étalement urbain en France. Au fond, si on trace une trajectoire qui continuerait d'artificialisation des sols en France, à l'heure où on a besoin de surfaces agricoles, à la fois pour la production agricole, la souveraineté alimentaire, mais aussi pour l'énergie, à l'heure où la biodiversité devient de plus en plus importante, est-ce qu'on a le luxe de faire autrement, finalement, à terme, que du recyclage urbain via la densification, comme ce que fait Upfactor, via aussi le recyclage de bureaux en logement, par exemple. Et donc, au-delà des débats, et effectivement, ça bouscule les manières de faire, plus macro, on se dit que c'est finalement peut-être la seule voie qui a été actée dans la réglementation, qui est encore en débat au niveau de chaque territoire. Mais si on regarde sur 20-30 ans, est-ce qu'on peut aller dans une autre direction, étant donné le quota déjà artificialisé ces dernières décennies? Merci Vincent. Florence? Oui, effectivement, il y a une notion de territoire importante parce qu'on ne peut pas aborder les choses de la même façon quand on est en plein cœur de Paris et quand on est dans une ville de province. Les prix au mètre carré ne sont pas les mêmes, les rentabilités des opérations ne sont pas les mêmes. Donc on est bien sûr... c'est pas une solution à tout. Il faut avoir, je vais dire, une boîte à outils pour répondre à ces enjeux de ZAN. La transformation de bureaux en logement en est une, la valorisation des friches industrielles en est une autre, le foncier aérien, ça peut en être une aussi. Et il faut savoir jouer avec ces différents éléments-là. Et sans a priori, en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'Eurométropole de Strasbourg est la première à nous avoir fait confiance. On lance aujourd'hui une mission à Saint-Nazaire. On n'aurait pas nécessairement pensé que Saint-Nazaire aurait été la deuxième collectivité à nous faire confiance. Mais ils ont ces enjeux forts de ZAN et ils croient au sujet. Et après, il faut travailler en étroite collaboration avec les collectivités et l'ensemble des services, puisqu'il y a ce que les élus veulent, ce que les services veulent. Et après, c'est vraiment à l'échelle du projet, mais comme dans tout projet de construction, bien sûr. Et après, de bien définir ensemble ce qu'on a le droit de faire, pas de faire. Et comme l'a dit Vincent, on n'a en fait effectivement pas beaucoup de choix. Donc il est préférable de prendre ces sujets maintenant à bras-le-corps, tant qu'on a encore le temps de les mettre en place et d'avoir une transition par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et ces sujets qui sont un peu plus, je vais dire, périlleux, risqués, et que ça se fasse tranquillement, plutôt que d'avoir à un moment ou à un autre une obligation d'aller vers ça sans que la filière soit prête, sans que le mode de financement des projets soit prêt. Et là, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Merci Florence. Vous aviez également prévu de nous dire un petit mot sur l'ouvrage que vous avez juste là. Effectivement, je donne une occasion. Allez. On a contribué, nous, à un ouvrage qui s'appelle Voyage en Zizanie, qui est un ouvrage collectif qui a été piloté par CityLinked et auquel ont participé des bureaux d'études, des promoteurs, des maîtres d'ouvrage. L'idée, en fait, c'est de faire un petit peu le tour des pistes qui existent pour ne pas faire de la ZAN la zizanie. Donc on en a présenté, on en représente, on en porte au quotidien avec Novaxia, mais il y en a d'autres et on reste, nous, à votre disposition pour échanger sur ces sujets-là et la façon dont on peut travailler ensemble pour faire avancer les choses au mieux. Et j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la loi climat et résilience, il est normalement aussi prévu qu'il y ait une obligation de regarder le potentiel de surélévation et de réversibilité des bâtiments. Donc si ça se fait pas volontairement, ça se fera réglementairement.
Et je pense que c'est toujours mieux d'anticiper ces sujets-là. Exactement. Merci beaucoup Florence. Donc je vois qu'on a été assez efficace. On avait prévu une session de 5-10 minutes de questions-réponses. Donc on est dans le timing. On vous laisse la parole si vous avez des questions pour nos deux intervenants. N'hésitez pas, c'est le moment. Je peux parler en attendant, je peux parler d'un exemple concret. Si vous voulez, en copropriété par exemple. On a une copropriété à Lyon aujourd'hui qui a la possibilité de réaliser l'ensemble de ses travaux sans payer rien du tout, parce que c'est le droit à construire qui permet de financer tout ça. C'est le rêve. Tout le monde rêve que la surélévation, l'extension permettent de financer la rénovation. Ça se passe pas souvent, encore moins en ce moment, puisqu'on a une augmentation des prix de construction. Une stabilisation, baisse, ça dépend des territoires, des prix de valorisation. Mais se dire qu'une copropriété peut avoir, même si c'est 20%, 30%, 50% de ces travaux de rénovation qui sont pris en charge, bah c'est déjà une copropriété de plus qui va pouvoir améliorer pour les occupants son confort au quotidien, pour le reste participer à la décarbonation du bâtiment et du coup vraiment les engager dans cette démarche d'amélioration, parce qu'on sait bien que c'est valable, c'est rentable à très long terme, et que quand on est copropriétaire d'un bâtiment, qu'on est jeune et qu'on vient de signer son crédit, on n'a pas nécessairement envie de remettre 20-30 000 euros pour la rénovation. Et quand on est un peu moins jeune, on se projette pas nécessairement sur cette rentabilité-là. Donc, faut trouver des solutions pour que les acteurs privés aussi contribuent à la rénovation énergétique. Faut pas juste se dire faut massifier, mais comment faire? Pas tout attendre non plus des finances publiques, parce qu'il y a une limite à ce qui est possible. Donc, j'espère qu'il y a parmi vous des gens, peut-être qu'ils le font déjà, mais qu'ils le feront encore plus après nous avoir entendus tous les trois. Merci Florence. Je vois qu'il y a une question là-bas, monsieur, allez-y. Oui, bonjour. Je ne connais pas très bien le cadre réglementaire, mais est-ce qu'il y a aussi des mesures qui sont prévues pour la revitalisation, renaturation des sols? Est-ce que ça ouvre des opportunités aussi d'investissement? Vincent, Florence, qui veut prendre la question? Je peux apporter des éléments de réponse. Alors oui, ça existe, des incitations pour la renaturation, la revitalisation. Au-delà de la biodiversité, déjà sur tout ce qui est revitalisation, il y a le programme notamment de la Caisse des dépôts, Action Cœur de Ville, qui déploie dans beaucoup de territoires des programmes massifs de soutien pour la revitalisation de centres-villes. Donc le programme Action Cœur de Ville de la Caisse des dépôts. Et sur le sujet de la biodiversité spécifiquement, il existe des obligations pour certains acteurs, notamment sur l'infrastructure, et c'est l'une des conséquences de la loi climat et résilience, de devoir obligatoirement compenser en biodiversité votre étalement urbain, votre impact sur la biodiversité. Donc il y a beaucoup de conditions qui sont mises. Il faut que ce soit une compensation dans le cadre d'un périmètre géographique donné qui est limité. Mais ça veut dire que pour des opérateurs comme la Caisse des dépôts de biodiversité, qui renaturent, qui revitalisent cette fois les espaces qui étaient artificialisés, ou en tout cas où il y avait moins de biotopes, qui a un modèle économique qui est en train de se réaliser et qui se développe petit à petit. On en est au balbutiement, mais ça commence à arriver, d'opérateurs de revitalisation d'espaces verts payés par des acteurs, par exemple, des énergies renouvelables ou des infrastructures énergétiques plus globalement, qui doivent réglementairement compenser leur impact sur la biodiversité dans un certain territoire. Donc ça, c'est l'une des voies peut-être pour accélérer tout ce qui concerne la revitalisation. Merci beaucoup, Vincent. Une autre question ? Bah écoutez, je pense qu'on peut clore, sauf si Vincent ou Florence, vous avez un dernier petit mot à dire effectivement à l'Assemblée. Sinon, on laissera effectivement la place à une autre thématique qui est la robotique dans la construction. Vaste thématique également. Vincent, Florence ? Écoutez, moi, merci à vous pour votre agilité dans toute l'organisation. Merci à Bulden Connect de tenir cet événement à chaque fois très, très riche avec plein de thématiques.
Et ce dont je peux témoigner depuis plusieurs éditions de Build & Connect, c'est que souvent les thématiques qui sont abordées à Build & Connect, au-delà de notre thématique bien sûr actuelle, mais par exemple la robotique, tout à l'heure j'entendais la conférence précédente, sont des thématiques qui ont très souvent ensuite marqué les différentes années du marché immobilier. Donc ce sont des débats, je pense, qui vont continuer et qui ne sont pas épisodiques. La question sur la biodiversité, je pense, en est un bon exemple. On va continuer d'en parler et on voit ces sujets monter. Donc, merci à tout le monde et merci pour votre écoute. Merci Massin. Florence, dernier mot pour conclure. Oui, effectivement, je pense que les sujets qui sont abordés aujourd'hui, on les retrouvera encore pendant quelques temps. Et un jour, on considérera que ce n'est plus de l'innovation. Et je pense que là, on aura fait notre travail. Ce sera devenu un mode de faire normal, qui a en plus déjà existé. Donc en fait, c'est comme un effet de mode, hein. On revient, mais pas un effet de mode qui doit passer. Un effet de mode qui doit là rester parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on n'a plus trop le choix. Merci pour ce mot de conclusion. Il faut rester optimiste. Hein. On n'a plus trop le choix, mais c'est bien. On va faire autrement et on peut attirer aussi des jeunes, je pense, comme ça, parce que ça fait partie des sujets aussi, comment on attire des personnes pour faire ça. Et si les jeunes s'intéressent à l'environnement, il faut leur montrer que le bâtiment est complètement à même de répondre à ces sujets. Ça a été dit dans une table ronde tout à l'heure, que le bâtiment, bien sûr, a des choses à faire pour décarboner. Donc, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Eh ben, merci beaucoup pour cette conclusion. Donc, effectivement, l'attractivité est une thématique très forte aujourd'hui dans le bâtiment. Et la robotique qui va suivre en est une façon d'attirer finalement les jeunes talents. Merci beaucoup à tous. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné, sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.